Bonjour Okos, Bonjour, bienvenue Tommy. bienvenue dans les studios Perspectives. C'est moi. Merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est moi. Merci Ok. beaucoup. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on parle de toi. Parce que Allons-y. je constate qu'on connaît Okos, Mhm. mais on ne connaît pas Okos au civil. C'est-à-dire, on ne connaît pas Thomas Sumo. C'est ça. Donc, j'aimerais qu'on revienne sur ton enfance. Déjà, si je te dis Kingston, Chatanga. Kingele, je nais entre Akebe, je grandis à Kingele et au PK7 avec une adolescence dans le 5e arrondissement, donc d'IAI, où naît finalement 241. Mhm. Et Chatanga parce que j'ai un côté ralois. Mhm. On dit gallois, mais sinon on dit ralois. D'accord. Donc de Lambaréné. Mhm. Du côté de ma maman, que je salue. Et donc voilà, Chatanga, c'est un peu le bled de mes grands-parents, ma grand-mère, ma mère. Mais sinon, on habite à Tongoanga, Ah, qui est un quartier de Lambaréné Ah. qu'on connaît très bien. bien sûr, Voilà. bien sûr. Moi, je suis de là-bas, je suis de là-bas. Ah, d'accord. Donc, tu es un peu un blanc, là. J'en sais rien. C'est un blanc pourquoi? Parce que quand on parle de Miennet, on a Mais bien ça sûr, les directement, Gallois et Ouattara. tout ça, là. Non, mais ça va, ça va. Ouais, mais j'ai ce côté-là et que... Les gens pensent que je le cache, Mhm. mais non, je le cache pas. Bah oui, moi, je ne savais pas. Je le cache pas. Au contraire, si on écoute beaucoup de mes morceaux, il y a toujours une petite ref en Miennet, en Miennet qui est... Voilà, mais... Bon, après, Ouais. on va dire que tu es quand même un gars qui est assez axé sur la culture. Donc, on Exactement. ne peut pas se douter que, Exact. par exemple, là, tu vas parler enfant, Oui, bien et tout oui, ça, bien que tu sûr, es bien là-bas. sûr. Je fais des passe-passe, mais oui, c'est ça. Chatanga, Kingston, c'est ça. C'est mon enfance. Ok. Alors, comme je disais, moi, je ne savais pas que tu avais un côté gallois. Mm. Et on sait que tu es de la famille, du moins, tu es d'une lignée d'écrivains, de conteurs. Ta famille a quand même écrit le Mvet. Mm. Et moi, je me dis, vu que tu as grandi dans ça, dans l'art, dans la culture, dans la poésie, à quel moment tu t'es dit, ok, c'est ce que je veux faire? Je me dis que c'est ce que je vais faire. Enfin, j'ai le signal de c'est ce que je vais faire à l'âge de 7 ans, quand mon grand-père décède. Wow. Mon grand-père décède à 7 ans. 2 semaines plus tard, je fais un songe à l'intérieur duquel il me donne une radio. Ok. Il me dépose la radio et il s'en va. Donc, quand je me réveille un week-end, un samedi matin, je dis à mon père et à ma mère que j'ai rêvé de papy. On disait Pépé. Moi, je l'appelais Pépé. J'ai rêvé de Pépé qui venait me donner une radio. Il me disait, on va t'entendre. Ok. Et puis, il est parti. Il a juste déposé et il est parti. D'accord. À partir de là, je sentais qu'il y avait un truc un peu bizarre. Tu vois, non? Il y a un truc un peu bizarre. Mais bon, après, on grandit. Moi, je suis un amoureux des lettres. Je lis beaucoup. Je suis un amoureux de littérature. Et j'avais commencé à lire les livres de mes grands-pères très tôt. Donc, Daniel Assoumountoutoum, qui est mon grand-père direct, petit frère lui-même, même père, même mère de Tirando Ndoutoum, qui avait fait donc le Mvet tome 1, Essai sur la dynastie Ekana, Wow. et le Mvet tome 2, L'Orage. Donc, j'ai lu ça. Et après, j'ai lu tous les tomes de Tira. Wow. Et après, j'ai lu tous les tomes de tous les onclos qui avaient écrit. Direct. Et après, j'ai lu certains ouvrages de Grégoire Biogo, qui était un ami proche à mes grands-pères. Et c'est comme ça que je suis tombé dans ça. Et puis après, j'allais au village aussi à Ngongom, Bozoametolo, qui est mon village à Oyem. J'assistais à des cérémonies de Mveut, très souvent dans les retraites de deuil, malheureusement. Et puis c'est ça. Et puis après, j'ai commencé à me documenter dessus. Et puis en fait, c'est même, je vais emprunter les termes de certains, c'est pas moi qui ai choisi ça, c'est vraiment ça qui m'a choisi finalement. D'accord. Parce que, ben voilà, du songe à ce que je suis devenu aujourd'hui, la radio était symbolique, mais je comprenais maintenant pourquoi. Suis mon regard. Ouais, je vois. Et donc, oui, donc c'est un peu ça. Ça m'a emmené là où je suis, tout simplement, sans forcer en plus. Hein. Ouais. Alors, tu as dit que ça t'a mené là où tu es aujourd'hui. Tu t'es toujours défini comme un poète qui fait du rap. C'est ça, Et tu rencontres Énigmatique en 2000 c'est ça. pour lancer le groupe 241. Ouais. Déjà, moi, ma question, c'est à la base, est-ce que vous vous faisiez appeler 241 ou c'est après que vous vous êtes dit, bon, on a ce besoin d'identité et tout le reste? Alors, à la base, non. À la base, on crée un collectif au lycée d'État. On est 8. On est 8 dans ce qui pourrait être 241, ce qui donnera 241. Après, on est 8. Et après avoir fait un casting pour le label Zorbam Productions en 2003,
Les autres ont bougé. Je suis resté avec Énigmatique, bon, qui s'avère être mon meilleur ami aussi. Oui. Et donc, Énigmatique, qui rappe bien avant moi, parce que c'est lui qui m'emmène dans le rap. Hein. Oui. Moi, j'écrivais mes poésies. Comme je te dis, je suis très littéraire. J'écrivais mes poésies, tout ça, machin. Et lui, il rappait déjà au lycée d'État. On était au lycée d'État de la 6e en terminale, lui et moi. Donc, souvent, à midi, j'allais dans sa salle de classe. Je voyais comment il rappait, et puis voilà. Donc, on se réunit avec les autres potes et on se dit, les gars, faisons le rap et tout. C'est intéressant. Mais tout le monde dans le band rappait avant moi. Wow. Genre, moi, je n'étais pas... Moi, j'étais vraiment le dernier de la classe, mais qui écrit super bien. Sauf qu'il ne rappe pas. Il écrit des trucs, il écrit des poésies, il écrit des machins. Donc, on a décidé que, les gars, bon, on va trouver, on est quand même 8, il faut qu'on trouve un nom. Oui, bien sûr. Tommy, ça que tu vas me faire dire là, c'est pas bon. Vas-y. On avait un nom pourri. Pourri de chez pourri. Je ne sais pas si je peux le dire. Vas-y. On s'appelait Les Ombres Cramées. Oh. Mais frère, il ne faut pas être logique pour s'appeler comme ça, tu vois. Ouais, on va s'appeler Les Ombres Cramées. On avait dessiné notre logo et tout. Et c'est quand on va passer le casting dans Zorban Productions, et je vais saluer Christophe Ndoutoum, qui a été vraiment notre père dans le showbiz, manager, producteur. On était mineurs, donc c'était notre tuteur aussi, à Énigmatique et moi. C'est Christophe Ndoutoum qui dit, non, il nous faut un nom que les gens... qui est simple, mais les gens vont se demander pourquoi. Et puis on a réfléchi, et puis il a dit 241. Wow. Mais à cette époque-là, je ne sais pas si on s'en rend compte, avant 241, personne n'utilisait 241 à des fins commerciales. Oui. Ça veut dire que tu ne voyais pas machin 241, ceci 241. Non. Machin, non. C'est une fois que le groupe a commencé, la preuve en est que quand nous on venait, on disait aux gens, ça s'appelle 241, les gens disaient, mais pourquoi? Tout le monde avait ignoré que c'était l'indicatif du pays. Du pays. Tu vois? Oui. Donc, c'est quand on a commencé à utiliser 241, comme aujourd'hui, maintenant, tu vois plein... Après, il faut dire qu'à cette époque, tout le monde n'avait pas le portable. Family 241, voilà. Plein de trucs 241, mais la base de ça, c'est le groupe de rap qui commence à utiliser l'indicatif du pays. D'accord. Ouais. Et c'est comme ça, en fait, qu'on se fait appeler 241 et qu'on reste avec Énigmatique, finalement. D'accord, parce qu'il y a une anecdote qui dit que, bien que votre nom soit 241, vous vous êtes fait appeler 2 for 1. Yes. Et pas parce que c'est en anglais, mais genre 2 pour 1. C'est ça. Et moi, j'aimerais savoir pourquoi, en fait. C'était juste 2 jeunes pour un Dieu. Voilà. Parce que les gens qui ne le savent pas... C'est effectivement une déclinaison Parce que les gens qui ne le savent pas se disent que 241 a commencé avec Rodzeng, c'est-à-dire à 3 directement. Non. 241, on a commencé à 2. On a fait notre premier show du pays en 2005. On était à 2 sur scène. Ensuite, Rodzeng, il était dans son groupe de rap, à lui. Et c'est comme ça qu'en fait, étant de la même génération quasiment, parce qu'il est plus petit qu'Énigmatique et moi. Énigmatique, c'est le plus grand de nous trois. Et en son groupe de rap, les grands frères de Zorbam, dont Ekomi et les autres, ont décidé que mais lui, là, il est seul là-bas. Parce que lui, il était sorti de son groupe de rap. Oui. Donc les gars se sont dit, lui, il est seul là-bas, nous, on est les deux là ici. Mais pourquoi on ne... Et ça, c'était genre fin 2005. On avait déjà écrit tous nos morceaux. Genre ça, c'est chez nous, ça existait déjà. Oui. Parce qu'on le faisait sur scène, on avait un 3e couplet. D'accord. Et puis quand on fait rentrer Rodzeng, on dit à Rodzeng, bon écoute, là, nous, on va bientôt faire le clip. Donc prends le 3e couplet du morceau là. Fais-le. Fais le premier couplet de tel morceau, et puis on en écrit 2 autres, mais vraiment avec Rodzeng. Et puis après, c'est comme ça qu'on connaît 241 en trio, mais on connaissait déjà, on avait déjà commencé en duo. Rodzeng est rentré, et puis après on est sorti, on est resté en duo et on a eu la carrière. D'accord, c'est pour ça qu'après le 3e couplet de Rodzeng, il y a une sorte de switch entre vous. Entre Énigmatique et moi, tout simplement, parce que c'était déjà prévu comme ça. D'accord. Donc en fait, on t'a fait 3 couplets et un espèce de passe-passe à la fin, qu'on a d'ailleurs ramené dans Yagaï. Justement. Non, tu suis, je sais. Voilà. Donc, c'est ça. Okos, tu te fais appeler chantre de Dieu. Elohuzama. La louange de Dieu. La louange de Dieu. Et moi, j'ai l'impression que bon, la culture, le spiritualisme, c'est dans ton ADN. Mais pourquoi le nom Okos? Okos, à cause de mon enfant. La bonne prononciation, c'est Okos. Okos. Donc, désolé, Okos, on a francisé Okos, ça fait plus simple, mais sinon c'est Okos. Ce qui signifie la tempête ou l'orage, enfant. À cause de mon tempérament, j'ai commencé, très jeune, j'ai été très timide.
mais en grandissant, j'ai eu quand même un tempérament assez chaud. C'est même pas tant à cause du rap, c'est vraiment un tempérament hors rap. D'accord. Donc, je suis quelqu'un d'assez, tu vois, je ne laisse pas les choses passer, voilà. Donc, mais c'est un petit nom que j'ai depuis plus jeune. D'accord. Voilà. Tu as dit que tu as grandi à Québec, à Kingston, donc tu es un gars du Mapan. On peut le voir. Tu es un gars du Mapan. Mais, contrairement aux stéréotypes, tu es plutôt conscient. Tu es philosophe. Et je pense qu'à l'époque où tu trouves ton nom, tu devais avoir 14-15 ans. Ouais. À un âge où les gens se cherchent Mais et tout. en fait, Tommy, juste au cause, c'est pas tant mon petit nom à moi. C'est aussi le personnage d'une vête que je représente. D'accord. Voilà. Donc, il s'appelle Ntoutoumoufoulou. Parce que Enigmatique, Voilà. c'est s'identifie à Gary on a aussi, voilà, on s'identifie beaucoup à ça. On a le même personnage. Mais lui, son AKA, c'est Okosumfoulou. D'accord. Donc, c'est aussi un personnage de Mvette. D'accord. Donc, moi, je me dis, comme je disais, pourquoi ce nom, en vérité? Parce que j'aimerais revenir dessus. Pourquoi ce nom? Vraiment le tempérament. D'accord. Vraiment le tempérament. On va vraiment rentrer très loin et je pense que c'est le but de ce programme. Le deuxième album que je sors, ça s'intitule De la gang au marteau. Et tu étais là à la sortie de l'album. De la gang au marteau est un processus initiatique d'un guerrier d'Engon qui s'appelle Ntoutoumoufoulou. Après être né de nouveau. Après né de nouveau, qui était le Mfefembo 1. Le Mfefembo 2, c'est De la gang au marteau. De la gang au marteau, comme je disais, c'est le processus initiatique. C'est une expression qui peut représenter le processus initiatique d'un guerrier d'Engon qu'on pensait faible alors qu'il est très fort. Ce guerrier s'appelle Ntoutoumoufoulou, assouplisseur de roc et ramollisseur de métaux. Wow. C'est comme ça qu'il se fait appeler. Pourquoi? Parce que, rapidement, le Mvet, c'est 13 cités et 4 clans principaux. OK. Dans le Mvet, on dit Mba a engendré le roc, Endo a engendré le fer, Meye Mongo a engendré la gang. Meye Mongo, c'était donc ce clan-là duquel il n'y avait pas de guerriers puissants. On disait que non, les gars, chez les Meye Mongo, là, il n'y a pas les guerriers là-bas. Parce que tu as Komamba, dans d'autres trucs, tu as dans un autre clan, tu as Ngonendo, dans un autre clan. Et Meye Mongo, il n'y avait personne. Donc un jour, naît un guerrier qui s'appelle Ntoutoumoufoulou. Il se met à Ngon, il entend Mba engendrer le roc, Endo engendrer le fer, Meye Mongo engendrer la gang. Il s'est battu contre tout Ngon, contre ses propres frères. Ni vainqueur, ni vaincu, il a brisé l'assertion selon laquelle Mba engendrer les rocs, Endo engendrer le fer, Meye Mongo engendrer la gang, pour Mba engendrer les rocs, Endo engendrer le fer, Meye Mongo engendrer les marteaux. Pour assouplir le roc et briser le fer. C'est tort d'une vête. Voilà. Et donc, on passe de la gang au marteau. Wow. Il s'appelle Okosumfoulou. Et donc, c'est à cause du tempérament là. Tu sais, moi, j'étais jeune et les enfants de ma maman, il y a beaucoup de choses très personnelles de famille, tu vois. On dit, les enfants de la femme là, les machins, tu vois. Et puis après, finalement, de là est né Okos. J'aurais dû prendre des notes, j'aurais dû venir avec un carnet. J'aurais dû avec un carnet. C'est ça. Alors, vous avez sorti votre premier single, du moins officiellement. Ça, c'est chez nous, chez Zorbam. Mais après, vous êtes allé chez Nofia Sound en 2007. Il se dit, moi je ne veux pas entrer dans ce que je ne sais pas, mais il se dit qu'il y a eu quelques différents artistiques qui ont fait en sorte que, bon, Enigmatique et toi, vous partez. Et Rodzeng, il a préféré rester attaché à la famille, donc il est resté à Zorbam. Quelle est la vraie version? La vraie version, c'est que les albums ne sortaient pas comme on voulait. On attendait un album. Nous, on était mineurs à cette époque. Et Christophe étant parti de Zorbam, c'est comme si notre tuteur est parti. Le mentor et tout le reste. Notre mentor mais vraiment mentor pour le coup. Donc, on a décidé que, vu qu'il y avait beaucoup de problèmes déjà entre les grands frères, c'est aussi ça. Quand les grands frères ne gèrent pas bien leurs conflits, ça tombe chez les petits. Voilà. Donc, ils avaient leurs conflits, mais qui n'étaient pas des choses dangereuses. Ils avaient leurs conflits à eux. Et c'est un choix. Ça veut dire qu'au moment où on s'est vu, on a quand même fait plusieurs mois encore dans Zorbam après le départ de Christophe. Et on s'est dit, bon, écoute, nous, on se sent bien avec le grand. Le grand, il n'est pas là. Rodzeng, il est vraiment né dans Zorbam Productions. C'est le petit frère de Keza. Keza, oui. Et donc, Rodzeng ne se voyait pas partir avec nous.
Donc nous, on a tout simplement décidé de partir. Et puis voilà, on est rentré dans Nofia où on a trouvé Tina. Oui. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas 241 les premiers artistes de Nofia. C'est D'accord. Tina, Tina. la première artiste de Nofia Sound. Nous, on est les deuxièmes, on est arrivés et puis il y a eu tout le... Big up à Tina. Hein? Yes. Alors, le premier album sort en 2009. 9 janvier 2009. Oui, en 2009, 9 janvier. Ça s'intitule Amour et Immortalité. 241, Amour et Immortalité. 241, Amour et Immortalité, désolé. Moi, j'ai mon petit truc là où je me dis que bon, vous êtes à deux, quelqu'un c'est l'amour, l'autre c'est l'immortalité. Est-ce que c'était voilà, est-ce que c'était une sorte de représentation et tout le reste? Ouais. Non, c'était pas ça. Alors c'était pour rendre un hommage à Tirandon Doutoum, qui est un de mes grands-pères, qui a fait L'homme, la mort, l'immortalité, tome 3 de son Mvet. Donc vu qu'on a parlé beaucoup de Mvet, si on écoute bien 241 Amour et Immortalité, c'est un peu le même titre. C'est-à-dire que le livre c'était L'homme, la mort, l'immortalité. Le titre de notre album à nous c'est 241 Amour et Immortalité. C'est la raison pour laquelle au début l'intro c'est Tirandon qui parle. Oui. Voilà. C'était pour rendre hommage à Tira. Oui. D'accord. Et la pochette, moi j'aimerais parler de la pochette. Réalisée par Dafo Swala. Ah oui, le grand, c'est mon mentor. C'est un génie. Alors, ce grand. La pochette, vous avez, on te voit, énigmatique, vous étiez encore comme ça. Hein. Vous étiez encore comme ça. Et, il en manquait un peu dans nos assiettes. Voilà. Donc il y a... Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a comment on appelle ça? La carte du Gabon. Et ensuite, il y a les éléments soulevés, voilà, attrapés par deux mains. Et il y a les éléments de la nature, comme la savane, la forêt et l'eau. Pourquoi ce choix? C'est spirituel, encore une fois. On a joué avec beaucoup d'éléments très jeunes. Et heureusement qu'on n'a pas... Ça ne nous a pas emmenés dans un aspect un peu plus négatif. Voilà. On a joué avec des éléments. La forêt, ce pays merveilleux, le meilleur pays au monde pour moi, est recouvert à 80% de la forêt. Deuxième poumon après l'Amazonie. Donc, le bassin du Congo, la forêt, on fait partie du bassin du Congo, qui est le deuxième poumon au monde après l'Amazonie. Donc, 80% de forêt. L'eau, parce que justement, le Gabon, quand on rentre vraiment dans le côté ésotérique des choses, est gardé par une femme. Et cette femme-là, justement... avec la puissance des eaux et tout ça, si on commence à parler de ça, on peut aller loin. Non, c'est vrai. Et puis après, tu as d'autres éléments, les quartiers, la nature, les voitures, les machins, la société. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment une portée symbolique et spirituelle, parce que qu'on le veuille ou pas, le Gabon est reconnu par les spirituels comme étant le centre spirituel de l'Afrique. Voilà, donc c'était ça. Alors, tu obtiens ton bac, je crois, en 2008. C'est ça. Ouais, tu obtiens ton bac en 2008. Il faut dire que j'avais redoublé, parce qu'il y a des gens qui pensent que redoubler, ça tue. Voilà. Quand tu as repris 2 classes au... Non, j'avais repris la terminale. Voilà. Ouais. Alors bon, oui. C'est important de dire ça. Personne n'est parfait, nul n'est parfait. Il ne faut pas aller à la plage après, parce que vous ratez le bachot, c'est pas bon. Donc, en 2009, tout s'enchaîne. L'album sort. Incroyable. L'album sort, vous avez le festival Gabao. Et en 2010, on fait une tournée en Afrique. Voilà, incroyable. Moi, j'aimerais revenir sur le festival parce que vous avez quand même filmé du Gizet du Cameroun. Oui, voilà. Tous, ils sont pleins là qu'on a filmé. KO et tout le reste. Tout le monde. Voilà. Tous nos amis à Menem, on a piétiné tout le monde. Voilà. Et vous avez fait le tour de la sous-région. Oui. Vous avez fait le tour de la sous-région. Vous avez même tourné un clip. Oui, fait tourner. C'était comment? C'était très bien, frère. Tu sais, c'est là où on se dit, il ne faut pas négliger le potentiel qu'on a au Gabon. Moi, je pense, parce que je pense que 241 est le meilleur groupe de rap sur scène. Ça, c'est non discutable pour moi. On est arrivé dans des pays où on ne nous connaissait ni d'Adam ni d'Ève, mais c'est notre performance scénique qui a fait en sorte qu'on nous connaisse. On a fait par exemple le hip-hop campé au Bénin avec Zao, où Zao est sorti de ses coulisses. Mais qui est en train de faire ça sur scène? C'était 2 petits gringalets qui faisaient le désordre. On a fait cette tournée avec Pif Pikini du Tchad, qui est un artiste tchadien. Je ne sais plus s'il évolue encore, salutations à lui. Et gars, c'était le meilleur moyen pour nous de montrer que le Gabon est au toit du hip-hop francophone en Afrique. Ça, c'est ce que j'ai toujours pensé, malgré le fait que notre industrie est embryonnaire depuis autant d'années, une trentaine d'années déjà que le hip-hop existe au Gabon. On se parle d'une industrie embryonnaire, mais c'était le moyen pour nous de montrer qu'attention, il faut aller là-bas. Mais quand on tournait dans ces pays africains, il y avait quand même des noms d'artistes gabonais qui ressortaient. Ah, vous êtes du pays de Koba, vous êtes du pays d'Oliver Ngoma, vous êtes du pays de la Mama. Voilà. Et on a marqué notre nom 241. Et on parle des artistes qui sont vraiment allés au-delà des frontières avant l'ère du numérique, avant Internet et tout. Exactement, oui. Avant les réseaux sociaux. Alors, Okos,
après la tournée, tu t'envoles pour le Ghana. Et je remarque que, contrairement à certains artistes qui y vont pour poursuivre des carrières, il y a eu un break. Il y a eu un certain break pendant, je crois, vous revenez en 2013 avec Waza, je crois. Mais il y a eu un break et tu obtiens ton diplôme quand tu as fait Wisconsin. Ouais. Wisconsin University, oui. Et tu reviens et tu décides de te lancer en solo. Pourquoi cette décision? Déjà, 241, à ce jour, je crois que vous n'avez qu'un seul album. Oui. Voilà. Pourquoi n'avoir pas poursuivi? Pourquoi n'avoir pas fait un numéro 2, un album numéro 2? Pourquoi se lancer dans un projet de 7 titres en 2014? Parce que quand je vais à Accra, je retrouve Énigmatique à Accra. Sauf qu'Énigmatique, lui, a d'autres plans sur l'école. Okay? Il s'en va à Marseille. Il s'en va en Tunisie. En Tunisie d'abord. Oui. Donc, il s'en va en Tunisie. Donc, il quitte Accra en Tunisie alors qu'on commençait à enregistrer 2-3 trucs au niveau d'Accra. Donc, lui, il s'en va en Tunisie. Du coup, lui, quand il s'en va en Tunisie, vous connaissez mon ami là, mon frère. Lui, quand il ne veut pas rapper, il ne rappe pas. Oui, il n'est pas comme moi. Il est très discret, il est pragmatique. Lui, quand c'est pas le moment de rapper, il ne rappe pas. Donc, il était pris par ses études, moi aussi. Mais moi, je faisais beaucoup de concerts en étant à Accra. Parce que d'Accra, j'étais allé au Burkina, je faisais des shows, j'allais au Togo, j'allais en solo. Hein. Et, vous ne passez pas par la piste? Non. À Flao. Non, mais et au Ghana aussi, je faisais des shows. Maintenant, après, on s'était vraiment accordé. Hein. Il m'a dit non, frérot, si tu sens des trucs, fais-les. Tu vois, moi, une fois que j'ai eu l'accord de mon frangin, et moi, le truc qui était fort, c'est que je partais au Ghana, mais c'est comme si j'étais au Gabon. J'étais au Gabon chaque 6 mois. Pour les concerts, pour mon métier d'animateur radio aussi, entre-temps. Donc, je faisais des émissions en vacances, je retournais à Accra. Donc, et j'étais inspiré, tu vois. Et donc, j'ai sorti des morceaux. J'ai sorti un premier Mfefembot, à l'intérieur duquel il y a le Cosmos, qui pour moi est une de mes meilleures chansons. Le 17 août 2014. C'est ça, 17 août 2014 à minuit 00. Date symbolique. Voilà. Et donc, j'ai lâché mon premier projet. Et après, j'ai lâché une série de singles. Pourquoi ces titres? 7, 2, 4, 1. 2 plus 4 plus 1, 7. 241. Simplement, hein? Simplement. Simplement. Alors, parce que j'ai fait des recherches, il fallait bien que je sache, tu parles beaucoup de réappropriation identitaire. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut étudier nos humanités classiques africaines. Ça signifie qu'il faut savoir d'où l'on vient. Ça signifie que l'Afrique n'est pas le tiers-monde, mais le premier monde. On le dit comme ça a l'air d'être idyllique. Mais c'est vrai. Il faut lire, il faut s'informer, il faut savoir que la light, là, ce n'est pas l'inventeur dont vous pensez qu'il a fait ça, c'est un noir. Pareil pour beaucoup de choses. Et surtout que c'est un rapport particulier qu'on doit avoir avec la divinité, le Néter, Dieu. Il n'y a pas pour moi, et pas que pour moi, pour les peuples africains, un peuple qui connaît mieux Dieu que nous, qui connaît mieux la divinité que nous. On a un rapport principal avec la divinité. Ça, c'est même depuis ce qu'on appelle l'écran de mélanine. Ça veut dire que le fait que toi et moi ayons cette peau-là, c'est une richesse. C'est la raison pour laquelle les gens qui font le tcha, les frangines qui font le tcha, les frangins qui font le tcha, qui diminuent le taux de mélanine en eux, ne savent pas qu'ils diminuent des bénédictions. C'est Dieu qui nous a fait comme ça. Nous, sous le soleil, on n'a pas de pétard. Les autres ont des problèmes. Ils sont obligés d'utiliser certaines choses, tu vois. Les parapluies. Mais c'est parce qu'on a ce rapport-là avec la divinité. Donc, lorsqu'on demande aux gens de se réapproprier l'identité, c'est de savoir que nous ne sommes pas des enfants de chiens. Nous sommes des enfants du Créateur. Peut-être même ses premiers enfants. Et ça, on peut aller très loin dans les démonstrations pour ça. Depuis l'Égypte antique, depuis tout ce qui est Kamite, parce que les gens l'utilisent comme si c'était juste un effet de mode. Mais Kemet, nom originel de l'Afrique, contenait tout ça. Médou Néter, ce qu'on appelle les hiéroglyphes aujourd'hui. Oui. Médou, c'est les paroles. Néter, c'est Dieu. Donc, les paroles de Dieu. Donc, la parole de Dieu. Médou Néter. Mais quand on vient sur Madzona, la langue que nous on parle, Na, c'est le nom de Dieu. Madzo, Medzo, c'est les paroles, c'est dire. Donc, c'est les paroles de Dieu. Quand tu dis Madzona, c'est la parole de Dieu. Madzo, Na, Medou, Néter. Donc, on peut trouver plusieurs déclinaisons comme ça lorsqu'on est dans les humanités classiques africaines. Lorsqu'on va réellement dans les langues qu'on parle, dans tout ce qu'on fait. Et c'est ça. Donc, en fait,
Vous ne pouvez pas dire que les gens connaissent mieux Dieu que nous. Nous, on connaît Dieu. C'est-à-dire qu'il est là. Les enfants préfèrent. On connaît la porte de sa chambre. Les enfants, les mamas de God, comme disent les autres. C'est propre Bindi, c'est nous. Ouais. Donc, c'est vraiment à cause de ça qu'on parle de réappropriation. Ok. Parce que moi, je voulais revenir sur une de tes interventions dans l'émission Entre nous à Urban FM, je crois. Tu avais parlé de. Tu disais que le rap était une musique communautaire. Tu disais que le rap était une musique communautaire et tu sais qu'il y a eu le débat sur l'Ancham, la réappropriation culturelle et tout le reste. Et moi, je voulais avoir ton avis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de réappropriation identitaire, est-ce que tu penses, parce qu'on dit que les jeunes utilisent de la musique étrangère avec un code local, est-ce que tu trouves que l'Ancham, c'est une sorte de réappropriation culturelle ou identitaire? Mais on va même plus loin. C'est une création de chez nous. D'accord. C'est une création propre au Gabon. Aujourd'hui, on a l'opportunité de dire, quand on entend Cham, on met le nom Gabon directement à côté. Directement. Ça, c'est super, c'est magnifique. Voilà pourquoi je ne comprends pas les gens qui combattent ça. Peut-être. Par contre, oui. Le rap, le hip-hop, nous, on n'est pas tributaire de cela. Oui. On est tributaire d'oralité. Nos pays, nos cultures sont dites orales. Nous, la parler, on fait ça. Nous, on n'aime pas écrire. Nous, on aime parler. Tu vois, non? Les conteurs de meute, les griots, les machins. Nous, nos cultures sont dites orales. Maintenant, donc, parler, on le fait bien. Donc, si tu nous amènes un truc dans lequel il faut qu'on parle, les Africains sont forts dedans. Nous, on sait parler. Pire, les Gabonais. Tu vois, ils sont forts. Voilà, nous, on parle. Mais, donc, du coup, on fait du hip-hop, qui est une culture peut-être américaine, avec cette fantaisie-là de nos cultures africaines, nos traditions ancestrales, nos cultures ancestrales. Donc, on emmène cette fantaisie-là et on fait avec nos armes. Un crossover. Donc, un très beau crossover. Donc, finalement, on fait bien ce rap-là. On sait le faire mieux que personne parce que parler, nous, on sait faire ça. Quand on vient maintenant à la Tcham, il fallait créer un mouvement. Les Naïdjas ont le leur, les Ivoiriens ont pour eux, les machins. Et les Frangins ont réussi à créer ce qu'on appelle un Tcham qui va d'une bagarre à une danse et qui finalement devient un genre musical. Le plus populaire actuellement. Donc non, ça c'est pire qu'une réappropriation. Ces gens, c'est nous, on enfante un mouvement. Et puis, si vous voulez, suivez-nous. C'est pour nous, c'est nous-mêmes. C'est pour nous. C'est Jean Foubou, Forest Bias. Tu vois, non, c'est ça. Alors, comme on n'a plus assez de temps, j'aimerais revenir sur... On peut faire 1 heure. Non, je rigole, vas-y. J'aimerais revenir sur... parce que, on va dire qu'officiellement, Corps de garde lance Eboloko. Yes. Bon, en fait, Eboloko est déjà un peu connu, mais oui, sur un label bien en tant que terme, oui. Et bon, on dirait on va dire que l'idylle ne s'est pas bien terminée. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est Corps de garde qui s'est dit, bon, le petit a besoin d'aller ailleurs, ou on va parler en frangin? Est-ce que le petit a chié? Vous avez dit, bon, le petit va te chercher là-bas? Ouais. Non, le petit, un matin, s'est levé, il avait d'autres ambitions. Tout simplement. Ce qu'il fallait respecter. On était sur un projet, on avait tourné un clip, on a tout écrasé. Oui. Parce que je me rappelle qu'on en discutait beaucoup à un moment. Ouais, faites quand même sortir. Non, le petit, il faut aussi le respecter. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est un grand garçon. Eboloko, qui, je pense, est papa même déjà. Oui, shout out. C'est un grand garçon. Non, il s'est levé un matin et il y avait un autre label où il avait des jeunes de son âge qui excellaient. Et il s'est dit, bon, écoutez, les grands, moi, j'ai envie d'aller là-bas. Puis on a dit, oui, mais on a quand même un projet, on a quand même un EP qui doit sortir, on a un clip qui est prêt. Il a dit, non, moi, je vais aller. Il était encore très jeune. Bien sûr. Peut-être qu'avec le temps, il se dit qu'il n'aurait pas dû faire ça. Mais je pense qu'il a une très belle carrière. Oui. Ça n'enlève rien au talent d'Eboloko. Oui, il évolue. Il évolue très, très, très bien. Et non, il est parti un matin. Et puis, moi, en tant que son producteur, en griffe à cette époque-là, je me suis dit, bah, écoutez, puisqu'il part, ça ne sert à rien de sortir d'autres projets, puisqu'il sort déjà autre chose. Bah, on a tout écrasé. Et puis, mais encore une fois, ça n'enlève rien au talent d'Eboloko, qui reste mon petit, que j'aime de tout mon cœur. D'accord. Au cause de la gang au marteau, Urban FM à Gabon 24. Aujourd'hui, tu es animateur, tu présentes la matinale. En costard. En costard, voilà. Il faut dire ça aux gens. C'est le dress. Et ce n'est pas le même costard. J'ai beaucoup. Excuse-nous. Parce que les gars parlent au quartier que ouais, machin, truc. Tu laves la veste tous les soirs. Non, les gars, j'ai les costards. Les costards. Voilà, donc, quand on parlait, tu disais une chose, tu disais que tu as une certaine culture, ce qui fait que tu as pu basculer de la radio à la télévision. D'un média urbain, d'un média d'information continue. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, tu as donné des masterclass de performance scénique. Voilà, la culture fait... En fait, est-ce qu'on va dire que c'est ton côté culturel ou seul côté curiosité
qui t'a poussé à faire tout ça? Oh, il y a tout dedans. Il y a que moi, je suis un acteur culturel, il y a la curiosité, il y a que je suis un gars des challenges. Partir d'un média dit urbain, pour un média pas généraliste, mais un média d'information en continu, partir de la radio, qui est la meilleure école pour tout animateur et tout présentateur, je le dis à tout le monde. Si vous faites de la télé sans avoir fait de la radio, vous ratez quelque chose. Il faut aller en radio. La radio, c'est la meilleure école en termes de médias, traditionnels en tout cas. Et donc, je vais sur un média d'information en continu, qui est Gabon 24, où il faut être très, très conventionnel, très corporate, très machin. Non, moi, je suis un gars des défis. Et tout le monde voyait ça comme ça. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? On sait qu'il rappe beaucoup, mais est-ce que... On en est là à plus d'1 an. C'est une merveilleuse aventure. Très, très, très belle aventure. J'ai une très belle équipe et je m'épanouis pleinement là-bas. Voilà. Donc, ce n'était pas compliqué du tout. C'était très facile. C'est ça c'est la problématique avec moi. C'est le problème surtout avec moi. C'est que je m'adapte très vite. Et les challenges, pour moi, finissent par être des kiffs. Voilà. Et quand je prends un challenge pour un kiff, je n'ai pas l'impression de faire des efforts. Je me dis, il faut que je réussisse. Il faut que je m'informe plus. Il faut que j'évite d'être au cos de la radio pour être au cos de la télé. Non, il n'y a pas de problème. Je me forme tous les jours, bien sûr. Je ne connais pas tout, mais c'est un challenge très intéressant pour moi. Alors, au cos, bon, on en a parlé en off et tu en as parlé tout à l'heure. 241, yes, sir. Voilà, 241 a livré un morceau, Yagaye. Et on parlait du tour de passe-passe. Moi, j'ai écouté, je me suis dit, mais les gars... Là, ça fait longtemps que tu n'as pas vu un morceau de rap comme ça. Non, mais attends, justement, je me dis, mais les gars, là, en fait, quand ils écrivent, ils vont dans la salle du temps. Parce qu'en quoi, c'est Sangoku. Sangoku. Donc, je me dis, bon, les gars, ils sont dans la salle du temps, ils se sont entraînés. Mais attends, à quel moment vous vous êtes dit, bon, là, il faut quand même qu'on vienne donner des cours de rap aux gars, là. Parce que vous avez fait la tournée à l'époque. Si. Vous avez fait la tournée. Pour mon album. Et je me souviens que j'ai fait, même avant l'album, le retour de 241. Si. Vous avez fait la tournée. Et pour ton album, tu as fait une tournée, effectivement. Et je me dis, bon, à quel moment a eu lieu l'enregistrement du morceau? Parce que ça date d'avant la tournée. Vous vous êtes dit, bon, les gars, on a quand même besoin de shooter un peu, de mettre le pied dans la fourmilière. Vous vous êtes dit, bon, on va s'asseoir. Il faut qu'on donne une masterclass aux gars. Mais l'idée de donner une masterclass, il y avait ça dedans. L'idée d'être nous aussi, 241, dans le côté loufoque, un peu marrant, très manga, très King of Fighter, très notre univers. Il y avait ça. Mais la particularité, surtout avec 241, et ça c'est depuis qu'on est plus jeune, c'est qu'on chante des chansons sur scène qu'on n'a pas encore enregistrées et qu'on ne connaît pas. Donc nous, on fait connaître des chansons sur scène. Pour ceux qui ont prêté attention, ils ont déjà écouté et vu Yagaye en performance sur scène. Vraiment, mais une performance terrible. Énorme. Le morceau n'était pas encore enregistré. Énorme. Et on s'est dit, avec Enigmatic, qui est revenu, parce que lui, ça dépend de la position de Jupiter, tout ça pour qu'il rappe. Ouais. Donc, c'était bien positionné. Et on s'est dit, on va en studio. On a demandé à Chris Da Crazy de nous livrer. La musique avait déjà été livrée par Chris Da Crazy. Et après, on a vu notre cher aîné Steve Evo, ex-membre de La Fuente, avec qui on a enregistré, ça s'est très bien passé. Et on s'est dit, bon, ça y est, on livre une masterclass. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner un morceau rap, comme les rappeurs l'aiment? Il faut un beat presque boom bap. Il faut 16 couplets. Il faut des punchlines, des références, des machins. Il faut une très bonne gimmick, la gimmick du refrain. Et après, il faut quand même un petit tchic-tchac. Ce qu'on appelle, chez nous, on appelle le tchic-tchac, mais c'est des passe-passe. Ça veut dire, tu dis un truc, je dis un truc, je dis un truc, je dis un truc. Et on a fait cette formule-là. Et bizarrement, ça a marché. Ça a pris. Formule qu'on n'avait pas sur scène, on ne faisait pas. Ça, c'était exclusivement pour enregistrer. Et ça a pris et on est très content des retours. J'avais pris une claque lors du show à The Light. Yes. Contre Troy. Pris une claque. Je me suis dit, les gars là. Et c'est justement là où je vais en venir. Tu as fait une masterclass par rapport au slam et à la poésie, je pense bien. Oui, surtout à la performance scénique. Voilà, la performance scénique. Et je me dis, pourquoi n'en va pas continuer? En fait, c'est juste que les gens n'ont... Alors, il y a plein de jeunes qui étaient présents. Et puis, je me suis dit, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps et j'étais sur d'autres projets personnels aussi. Et sur 241 notamment aussi. Et donc, je me suis dit que j'allais espacer les périodes. Mais je suis déjà avec mon équipe en train de réfléchir sur la seconde. On espère avoir plus de personnes. On en avait une quinzaine au début qui sont venus être curieux, tout simplement.
Et on espère doubler le nombre parce qu'il y a beaucoup de demandes. Oui. C'est aussi la vérité. Toujours pas des anciens qui devraient le faire. Mais certains, en tout cas. D'accord. Mais des plus jeunes. Et j'ai vraiment envie de travailler avec beaucoup de jeunes. Ça me fait plaisir de délivrer ce genre de séance, quoi, de travail. Ouais. Donc, Okos, aujourd'hui, c'est un père de famille, un animateur, un présentateur. Okos, c'est 20 ans de carrière. On ne se rend pas compte, mais c'est 20 ans, je dirais même 25 ans de carrière aujourd'hui. Mais bon, on va dire 20 ans de carrière. Ouais, 20 ans. C'est vrai que tu as partiellement répondu à la question, mais qu'est-ce qui, pour toi, explique cette longévité? La curiosité, l'amour, la passion. Tout simplement, l'envie de toujours faire mieux, le performeur que je suis. Et il y a d'autres personnes qui ont ça. Oui, mais peut-être pas comme moi. Et puis moi, j'ai cette spécialité-là, je sais pas, ce truc différent des autres. Quand je suis fatigué du rap, je me concentre sur mes émissions radio. Quand je suis fatigué de la radio, je vais à la télé. Bien sûr. Donc, c'est des portes qui s'ouvrent comme ça pour moi. Et puis, quand je suis fatigué et je me dis que mais, ça fait longtemps que j'ai rappé, je reviens, je rappe. D'accord. Demain, quand je serai fatigué de rapper, je vais dire, bon les gars, c'est quand le prochain concours de slam? Du gars, bon, je fais. Les playoffs. Parce que ça aussi, je sais faire. Donc, je sais me renouveler à chaque fois. Oui. Je me renouvelle, je suis curieux, j'aime apprendre des choses. C'est intéressant, par exemple, ce qu'on est en train de faire. Moi, j'aimerais bien avoir un podcast aussi. C'est puissant, tu vois, c'est vraiment bien. Et c'est juste la curiosité, mon gars. C'est la curiosité et le petit talent que Dieu m'a donné. Amen. Que je ne laisse pas dormir, parce qu'il ne faut pas qu'il dorme. Tant que j'ai ça, il faut que je me déploie sur toutes les dimensions de l'être à l'infini. C'est important. Il faut être curieux, les gens, il faut être curieux. Ouais. Alors, on va terminer avec ça. On parlait d'actualité. Vous êtes revenu avec un morceau. Est-ce que ça annonce un album? Ça annonce beaucoup de belles choses, en tout cas. Non, tu ne réponds pas. Non, là, je ne peux pas. Parce que ça, là, c'est de 241. Je ne peux pas donner les docs de 241. Énigmatique peut me taper. J'aurais voulu vous avoir tous les deux. Énigmatique est tellement dans son coin. Insaisissable. Voilà, insaisissable. Dans son ça, coin. En tout cas, ça annonce de belles choses. N'hésitez pas, si vous voulez nous voir, appelez-nous. On va venir déchirer. On est là pour ça. C'est notre travail. Mais ça annonce plein de bonnes choses avec la grâce de Dieu. Je suis quand même avec Énigmatique. Un jour, il peut dire, il ne rappe plus demain. Je ne peux rien dire. Mais ça annonce de belles choses, en tout cas. Ok. Ouais. Okos, merci d'avoir répondu. Merci, Tommy. Ça m'a fait plaisir. Vraiment, on a passé un bon moment. Ouais, merci beaucoup. Bon, c'est big up. Big up, bro. Okay. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé ce numéro. On était avec Okos, chantre de Dieu. Tu as dit que ce n'est pas chantre de Dieu, tu as dit chante de louange. La louange. La louange de Dieu. L'olivier dressé sur la colline que toutes les tribus voient. Voilà, bon, là, et l'osam. Thomas Omundu, Tumezoa, Metulumezomo. Une fois. Merci beaucoup.